À la une de l'actualité, le taux de réussite au BEPC session 2015 s'élève à 58,62% contre 57,43% pour l'année dernière. Les résultats ont été publiés à partir de 14 h cet après-midi dans les 533 centres de composition repartis sur tout le pays. 4 milliards de francs CFA pour 90 000 plants d'arbres et 1300 emplois créés. C'est le poids de l'opération de planting d'arbres initiée pour verdir les artères principales des villes ivoiriennes. Première étape, le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Les jeunes nouveaux majeurs invités par la commission électorale indépendante à se faire enrôler, ce dans le cadre de l'opération de révision de la liste électorale entamée depuis le 1er juin. Elle prend fin dans seulement 3 jours. Le plan d'aide à la Grèce ne va pas être prolongé. La date butoir du mardi 30 juin est maintenue par la zone euro, en partie à cause de l'annonce de la tenue d'un référendum le 5 juillet pour valider les conditions des créanciers de la Grèce. Bienvenue dans le journal de 20 h sur RTI 1. Bonsoir à vous. Terre brûlée, une pièce de théâtre qui retrace l'histoire de bien de pays africains. Questions d'identité, de souveraineté ou encore litige foncier constituent la trame de l'œuvre de 106 pages. Son auteur Moussa Sanogo est avec nous pour la page culture de ce samedi. Bonsoir Monsieur Sanogo. Bonsoir. Décryptage de votre livre tout de suite après le point de l'actualité. C'est la joie pour les uns, la tristesse pour les autres. 58,62% des candidats au brevet d'études du premier cycle à BEPC sont admis. C'est une hausse de 1,19% par rapport à l'an dernier. Les résultats ont été proclamés cet après-midi. Armand Boui, Abou Sanogo. Joie pour les uns, tristesse pour les autres. La proclamation des résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2015 sur l'ensemble du territoire n'a pas laissé les élèves indifférents. Les candidats heureux se sont manifestés pour diverses raisons. Je suis très heureuse parce que j'ai eu de bonnes notes aussi. Et j'ai eu mon BEPC. Je suis content. Ils vont me donner un cadeau. J'ai eu mon examen, c'est ma deuxième année. Il y a eu une... Selon les autorités de la direction des examens et concours DECO qui ont fait la proclamation officielle des résultats le matin, le taux d'admission est de 58,62% et est en progression de 1,19% par rapport à 2014. Cependant, pour les 41,30% de candidats malheureux, les résultats laissent un goût amer. Ma première fois... Et l'année prochaine. Je vais travailler pour avoir. Entre ceux qui jubilent et ceux qui pleurent, il y a ceux qui vont porter des réclamations. Ils disposent de 112 heures et devront se munir de leur convocation sur laquelle sont mentionnés les critères de recevabilité des réclamations. Les grandes artères des villes ivoiriennes vont bientôt afficher un nouveau visage. Des arbres vont être plantés pour les verdir et les embellir. L'opération a été lancée par le Premier ministre dans la commune de Koumassi. C'était sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Alexis Ouedraogo. 90 000 arbres seront plantés le long des principales bordures d'artères de la capitale économique ivoirienne, à commencer par le Valéry Giscard d'Estaing. Objectif, renforcer le couvert forestier de la capitale économique ivoirienne et repousser le plus loin de nos frontières le réchauffement climatique et ses effets. Cette première phase, en plus de l'embellissement des villes des 2 districts, va permettre de planter au total 758 km linéaires des 2 bordures des artères qui seront retenues, soit environ 90 000 plants pour un coût global d'environ 4 milliards d'euros. Ce samedi, le chef du gouvernement a donné le top départ de l'opération. 2 districts sont concernés par cette première phase, Abidjan et Yamoussoukro. L'arbre est un élément essentiel de l'écologie de nos villes. Il s'agit de susciter un intérêt pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire, femmes et hommes, jeunes et vieux, à s'associer à l'action en plantant effectivement un arbre au cours de cette campagne et chaque année pour contribuer au verdissement de notre pays. Daniel Kablon-Duncan a pour finir exhorté les populations à prendre soin des plants mis en terre à compter de ce jour en vue d'assurer aux prochaines générations une Côte d'Ivoire verte.
Un institut de cardiologie va bientôt voir le jour à Boaké. En tout cas, la première pierre a été posée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ce dans le cadre du projet d'amélioration des services de cardiologie de Boaké. Kader Sogodego. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, avec à ses côtés la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nyamien Kounan, et le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, posent la première pierre de l'Institut de cardiologie de Boaké, le deuxième du pays après celui d'Abidjan. Un projet rendu possible grâce à l'État de Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement. D'une enveloppe globale de 10 milliards de francs CFA, il s'articule autour de 4 composantes. Les travaux de génie civil et électromécanique, les équipements, la formation du personnel et l'appui à la gestion du projet. Pour la première responsable de la santé en Côte d'Ivoire, cet institut de cardiologie viendra renforcer la qualité des services offerts au CHU de Boaké. Le fait d'avoir un scanner au CHU de Boaké va permettre à toutes ces populations environnantes de pouvoir être pris en charge. Au lieu de référer tous ces patients sur Abidjan, ceux qui en fait embolisent même les lits au niveau de nos différents CHU d'Abidjan. Aujourd'hui, nous avons une très bonne capacité d'absorption des malades dans la partie nord et la partie ouest. Daniel Kablan-Duncan a pour sa part indiqué que ce projet colle avec la vision du président de la République Alassane Ouattara de rapprocher les populations des services de santé pour une meilleure prise en charge. Vous savez qu'on a un institut de cardiologie à Abidjan. Il fallait qu'on en ait un ici à l'intérieur du pays, de manière à ne pas amener tout le monde à aller sur Abidjan quand on a des problèmes cardiaques, qu'on puisse se soigner sur place ici, à Boaké. Ça fera du bien à l'ensemble des populations. Et je dois dire que le secteur de la santé est en train donc de dérouler tout son plateau sur l'ensemble du territoire national. L'Institut de cardiologie de Boaké aura une capacité d'accueil de 150 lits et dans l'année, ce sont 6 000 consultations, 790 hospitalisations, dont 300 traitements médicaux, 290 interventions chirurgicales ainsi que 200 interventions d'urgence qui seront réalisées. En outre, ce sont 10 étudiants en médecine qui y seront formés chaque année. 7e congrès de la Société ivoirienne de pédiatrie les 24 et 25 juin dernier à Yamoussoukro. La prévention des maladies pour la réduction de la mortalité de l'enfant. Voilà la question essentielle de cette rencontre, d'autant plus que la Côte d'Ivoire compte 600 décès pour 100 000 naissances vivantes chaque année. Grâce Kando. Pour une meilleure santé de l'enfant, les pédiatres de Côte d'Ivoire se sont retrouvés à Yamoussoukro. Pendant 3 jours, ils ont passé en revue toutes les maladies liées aux enfants. Il faut que les médecins soient bien formés, qu'on leur inculque l'esprit de prévention au lieu que la priorité pour eux soit le curatif. C'est-à-dire attendre les malades à l'hôpital, les examiner et prescrire. Il vaut mieux donner des conseils aux familles, vacciner, soigner l'environnement. Donc désormais, en recevant des parents en consultation, ce serait mieux, on prend la décision de leur donner des conseils de tout ce qu'il faut faire au côté nutritionnel, comment protéger un enfant contre le paludisme. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a félicité les pédiatres pour le travail abattu dans les hôpitaux pour le bien-être de l'enfant, avant de dresser la situation du couple mère-enfant en Côte d'Ivoire. Nous sommes à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes, c'est trop. Les pédiatres sont en grande partie ceux qui peuvent nous permettre d'identifier les différentes maladies inhérentes donc à ces forts taux de mortalité et comment faire pour faire baisser donc ces maladies-là. Nous espérons qu'avec l'appui et l'accompagnement des différents intervenants dans ce domaine justement de la pédiatrie, que nous pourrions voir tous nos efforts couronnés de succès et faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne puisse plus présenter au monde ce visage de mortalité maternelle infantile. Au cours de cette rencontre, des doléances ont été émises par les pédiatres, notamment l'amélioration de leurs conditions de travail. À ces préoccupations, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, compte apporter des réponses.
À 4 mois de la présidentielle ivoirienne, le chef de l'État a accordé une interview bilan à la presse nationale et internationale. Alassane Ouattara a parlé notamment d'économie, de bonne gouvernance, de justice et un sujet qui touche toute la population, le coût de la vie. On écoute un extrait de l'entretien. Monsieur le Président, entendez-vous ces paroles de vos compatriotes qui disent que la vie est chère en Côte d'Ivoire? Oui, moi je crois que nos concitoyens, certains qui ressentent cela ont raison. On ne peut pas donc reconstruire un pays en ruine et donner satisfaction à tous nos concitoyens en 4 ans. On oublie souvent qu'au mois de mai, j'ai fait 4 ans. Je n'ai même pas encore entamé la totalité, la dernière année de mon mandat. Alors, ceci étant, vous savez, ma préoccupation fondamentale, c'est le mieux-être des Ivoiriens. J'ai fait campagne là-dessus, j'ai dit à nos concitoyens, j'allais faire en sorte que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens surtout, aillent mieux. Que j'allais faire des choses avec mon équipe pour la santé, pour l'éducation, pour le niveau de vie, etc., l'eau potable, l'électricité, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, je signale que nous avons pris un pays où le taux de pauvreté était au-delà de 51%. C'est-à-dire que plus d'un Ivoirien sur 2 était considéré comme pauvre. Nous venons de faire une récente enquête qui montre que le taux de pauvreté a beaucoup baissé. Vous savez, quand un pays entre dans une pauvreté chronique, comme la Côte d'Ivoire l'a vécu, on ne peut pas redresser les choses en 4-5 ans. Le taux de pauvreté, d'ailleurs, ne baisse que de 1 point par an. Et normalement, il faudrait une vingtaine d'années pour qu'on retrouve des taux de pauvreté d'1 tiers. Mais mon ambition, c'est de forcer ce taux à la baisse et faire en sorte qu'en 2020, nous ayons un taux de pauvreté qui soit largement inférieur donc à 25%. Vous parliez de bien-être des Ivoiriens, il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été construites, des ponts, des routes, des autoroutes, mais comme le disent les Ivoiriens, on ne mange pas les ponts. Est-ce que vous avez des estimations ou des données chiffrées de l'impact qu'il y a eu réellement ces travaux sur la vie des Ivoiriens? Oui. Bon, on ne mange pas des ponts, c'est vrai, ou on ne mange pas goudron, comme les gens le disent. Mais vous savez, un des problèmes majeurs que nous avions, c'était d'évacuer d'abord les productions dans les zones de production alimentaire, de produits vivriers, sur les centres urbains. Il n'y avait pas de route. Je vous parlais des ponts, c'est très bien, mais il n'y avait même pas de route. Les pistes n'avaient pas été déblayées pendant 10 ans. Les camions ne pouvaient pas aller dans les villages, ramasser les produits vivriers, donc des femmes qui font donc les productions. Et nous avons paré à tout cela. Les ponts constituent un élément essentiel de l'évacuation. Et les ponts créent des emplois. Et quand les gens ont des emplois, ils font manger leurs enfants, ils font manger leur famille. Les ponts permettent de relier les populations. C'est quand même important. Cet aspect de la Côte d'Ivoire qui a été divisé, le pont, c'est tout un symbole qui rassemble les Ivoiriens, qui relie les Ivoiriens d'un côté à l'autre. Alors moi, je continuerai de construire des ponts parce que j'estime que cela fait partie non seulement du mieux-être des Ivoiriens, et les gens vont le ressentir de mieux en mieux, mais cela fait partie également de tout un symbole. Voilà, le chef de l'État se prononçait sur la question du coût de la vie lors de l'entretien bilan accordé à la presse nationale et internationale. Plus que 3 jours avant la fin de l'opération de révision de la liste électorale, les jeunes nouveaux majeurs de la commune de Treichville ont été invités à se faire enrôler avant la date butoir du 30 juin. Herman Niamia. À quelques jours de la fin de l'opération d'enrôlement sur la liste électorale, l'opération ne suscite pas d'engouement chez les nouveaux majeurs, les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans. Les raisons, une bonne partie de ces jeunes qui n'ont jamais participé à une élection en Côte d'Ivoire ne savent même pas les documents à fournir pour se faire enrôler. D'autres aussi ne voient pas l'intérêt de se faire enrôler. C'est donc pour les éclairer que ces jeunes de Treichville ont organisé cette cérémonie. Les nouveaux majeurs de 18 à 25 ans sont sérieusement intéressés, mais il manquait d'informations. Parce que ce soir déjà, nous avons eu des questions qui nous ont vraiment surpris. Le fait de savoir qu'un jeune de 19 ans ne sait même pas où se trouve le palais de la justice et comment il faut faire pour avoir son certificat de nationalité. Je pense qu'à partir de ce soir, la majorité est éclairée. Et ils sont tous aujourd'hui des bénévoles pour aller sensibiliser dans tous les autres quartiers de Treichville. Les différents échanges ont permis aux participants d'avoir une nette idée sur cette opération citoyenne. Après le quartier Gbata, les initiateurs de cette cérémonie envisagent de sillonner les autres quartiers de Treichville
afin de faire comprendre à la population l'importance de se faire enrôler sur les listes électorales. Meeting de la coalition pour le changement CNC ce samedi dans la commune de Koumassi. C'est le deuxième après celui de Yopougon la semaine dernière. Les militants et sympathisants présents ont demandé des élections libres et transparentes. Place Inch'Allah dans la commune de Koumassi. Deuxième meeting de la coalition nationale pour le changement CNC. Meeting qui se situe dans le prolongement de celui du samedi 20 juin dernier à l'espace Figayo dans la commune de Yopougon. À ce rassemblement, la conférence des présidents de la CNC était présente dans son entièreté. Les militants ont répondu à l'appel de leurs responsables. La démocratie est en marche. Nous devons tous aider cette nouvelle Côte d'Ivoire à avancer. Il faut plus de démocratie et il faut surtout qu'on aille à la paix, la stabilité, pour garantir un environnement sécurisé, afin que nous puissions rappeler en Côte d'Ivoire les bailleurs de fonds, les investisseurs, pour que nous puissions mettre enfin les jeunes au travail. La CNC a enregistré dans ses rangs l'arrivée d'Anaki Kobena qui s'est fait représenter à cette cérémonie. La coalition nationale pour le changement regroupe 19 partis politiques, mouvements et associations. Rencontre de 192 secrétaires nationaux et coordonnateurs locaux du CAP Unir pour la démocratie et le développement CAP UDD. Au menu, la préparation des prochaines échéances électorales. Le parti fondé par Gervais Koulibaly entend former un groupe parlementaire à l'issue des prochaines élections locales. Christelle Ménan. Quand elle réunit ses secrétaires nationaux et coordonnateurs ce 27 juin, la présidente de CAP UDD, parti ivoirien d'opposition, entend premièrement échanger avec eux. Plusieurs points abordés, notamment la révision de la liste électorale. Évoquant les résultats à mi-parcours du processus de révision, Laurette Bouette prescrit aux chefs de troupes présents une mobilisation plus accrue sur le terrain. Continuez. Voyez les jeunes qui ont 18 ans, qui ont eu 18 ans, qu'ils aillent se faire enrôler. Aux 192 secrétaires nationaux et coordonnateurs présents, la présidente indique mettre le cap sur les prochaines élections locales. La rencontre est donc l'occasion de mettre en place une stratégie de conquête. L'objectif est fixé, former un groupe parlementaire. Nous avons donc un défi à relever, celui d'avoir au moins un groupe parlementaire, à nous tous seuls, au CAP UDD tous seuls. Et même si l'une des priorités était la formation d'un groupe parlementaire, les Capursiens n'excluent pas la prochaine échéance présidentielle. En tout état de cause, le CAP UDD aura son candidat à l'élection présidentielle. Soit il sortira de notre sein, soit il sortira du parti avec lequel nous serons en alliance. Aucune alliance connue encore au CAP UDD, parti fondé par Gervais Koulibaly et membre de la Ligue des mouvements pour le progrès. Le jeune parti, qui fait du dialogue et de la convergence des divergences ses priorités, compte actuellement 246 membres à la commission électorale indépendante et 2 députés à l'Assemblée nationale. Au RDP, le Rassemblement pour la démocratie et la paix, l'heure est également à la mobilisation pour le scrutin présidentiel d'octobre. La nouvelle présidente du parti appelle ses militants au respect des institutions républicaines et surtout à la tolérance pour des élections apaisées. Michel Mambo. Le RDP en selle pour les échéances électorales de 2015. Un mois après le décès de son président, Feu Ouletia Séraphin, le parti a fait son deuil. À sa tête désormais, Madeleine Miandiga Bly. La nouvelle présidente prône le bon ton pour des élections apaisées. Nous devons apprendre que la politique n'est pas un problème de personne, que la politique est un débat d'idéal, d'idées, et que le plus fort doit convaincre le peuple à le suivre. Nous en appelons donc à la maturité des acteurs politiques. La continuité et la survie du parti. Pour atteindre cet objectif, il faudra s'armer de courage. Madeleine Miandiga dit être bien entourée. Cette rencontre avec les militants et autres sympathisants du parti était donc l'occasion de présenter sa nouvelle équipe. Élection 2015, le RDP est en ordre de bataille pour le positionnement du parti. Première recommandation, avancer en rang serré.
Étape africaine sur la route de Paris, c'est le nom donné au sommet des villes et régions d'Afrique sur le changement climatique. Il s'est tenu les 24 et 25 juin à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, et il en ressort des recommandations pour une lutte efficace contre les changements climatiques. Grâce Kando. Les pays africains veulent parler d'une même voix à la prochaine conférence sur les changements climatiques qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre prochain à Paris. Pour une meilleure participation des collectivités territoriales sur la question, un sommet des régions et villes d'Afrique tenu durant 2 jours a été sanctionné par plusieurs recommandations, notamment en matière de technologie et de financement. Encourager le développement des capacités d'observation, de production de services et d'informations géo-environnementaux en favorisant la collecte, le traitement, la production et le partage d'informations, intégrer l'adaptation au changement climatique dans les systèmes de planification et de budgétisation des gouvernements locaux et à assurer la transparence, la traçabilité et le suivi de la performance. Ces recommandations ont donné suite à des engagements. La gouvernance, la production d'énergie propre, l'agriculture résiliente et surtout la sécurité alimentaire pour nous, Africains. La gestion des ressources naturelles que nous avons trouvées aujourd'hui. La gestion de l'urbanisation, technologie d'information et de communication. Nous avons demandé 1% de nos budgets, des budgets de toutes les collectivités. Et je souhaiterais que les pays développés consacrent 1% de leur budget à nous accompagner aussi ici. La création future de la plateforme africaine de concertation. Cette rencontre a produit une véritable feuille de route des États africains pour la prochaine conférence sur les changements climatiques à Paris. 0% de taxes douanières, mesure incitative à l'endroit de toutes les entreprises de la zone franche de Grand Bassam. En prélude au déploiement des agents de la douane sur cette zone, la direction générale du VITIB a expliqué aux opérateurs privés les implications de cette exonération douanière. Jean-Jacques Kwame. Du 30 août 2004 portant création du village des technologies de l'information et de la biotechnologie VITIB, encore appelé zone franche de Grand Bassam, stipule une exonération douanière pour les entreprises IRZ100. Cependant, doivent-elles se passer du contrôle des services douaniers pour les opérations d'import-export? Dans la zone franche, le principe c'est que vous entrez toutes les marchandises et vous ne payez pas de droits. Et de la même façon, quand vous réexportez, vous ne payez pas de droits. Donc voilà le principe. Donc vous ne payez pas de droits. Mais vous avez l'obligation de faire une déclaration auprès de la douane. Vous avez l'obligation de déclarer et la douane a pour rôle de contrôler vos déclarations, de s'assurer que ce que vous avez déclaré est conforme à ce qui a été fait dans la déclaration. En attendant le déploiement prochain des agents de la douane sur le territoire de la zone franche de Grand Bassam, il était important de présenter les procédures douanières s'y appliquant aux opérateurs privés. D'où cette rencontre de 2 jours, initiée par la direction générale du VITIB. La rencontre qui a aussi permis aux responsables des 18 entreprises installées de poser leurs préoccupations. Les entreprises ici s'attendent à l'issue de cet atelier, en tout cas, que des décisions soient prises, précises, et nous n'avons vraiment aucun doute là-dessus, à savoir que la Direction générale des douanes, qui collabore vraiment au succès de ce projet, ensemble, on met sur pied très rapidement les décisions, qu'on les implémente de manière pratique sur le terrain. Un optimisme qui cadre avec l'élan de relance pris par le VITIB après plusieurs années de léthargie. Soulignons que cette rencontre fait suite à celle tenue en novembre 2014 avec les services des impôts, lors de laquelle l'exonération fiscale en zone franche avait été abordée. 9 Ivoiriens ont été rapatriés du Gabon, expulsés en début de semaine faute de pièces de séjour. Ils ont été accueillis à leur arrivée en terre ivoirienne par le directeur des Ivoiriens de l'étranger et celui de la solidarité. Des vivres et des non-vivres leur ont été remis pour faciliter ce retour en Côte d'Ivoire. Occasion d'inviter tous les Ivoiriens vivant à l'étranger à se conformer aux lois et réglementations en vigueur dans leurs différents pays d'accueil. Ce samedi marque le 10e jour du mois de jeûne pour les musulmans. En ce mois saint, il est de coutume d'offrir des repas aux parents et amis, mais les corbeilles de fruits et kits alimentaires prennent le pas sur le traditionnel plat de famille. Tendance, préférence ou astuces des commerçants, Amy Sissoko s'intéresse à la question. Pendant le mois de jeûne,
Commerçants et grandes surfaces usent de stratégies pour maximiser leurs gains. La nouvelle trouvaille, la confection de kits alimentaires ou de corbeilles de fruits composés entre autres de dattes, raisins, pommes, oranges et jus de fruits. Tu payes le fruit et puis on emballe. Puis tu t'en donnes ça à quelqu'un. Comme préparer là, c'est difficile maintenant. Souvent, quand tu prépares pour aller donner à quelqu'un, tu ne peux pas manger même. Souvent, il laisse. Mais ça, c'est mieux. Pour aller faire les cadeaux, c'est ça qui est la tendance. Une idée originale pour surprendre amis, collaborateurs et proches en cette période d'offrande. Pendant le mois de Ramadan, j'aimerais qu'on m'offre des fruits à la place des plats qu'on a l'habitude de prendre. Parce que c'est une période où je souhaiterais faire du cuit en même temps. Et puis les fruits sont pour moi un peu plus naturels que la nourriture préparée. Des cadeaux qui de plus en plus remplacent des plats traditionnels. Ma femme est enceinte, il n'y a pratiquement pas le temps comme ça pour pouvoir faire la cuisine dans la mesure où je suis avec mon fils. Ma femme est la servante. Vous voyez que c'est un peu compliqué pour moi pour pouvoir préparer tout ça. Donc je préfère quand même leur offrir ces gens de présents là. Voilà, histoire de les soutenir quoi. Faire la cuisine comme on le faisait dans le temps, c'est vrai que c'était agréable et que les parents avaient vraiment le choix des différents mets, tout ça. Mais aujourd'hui, avec toutes ces contraintes de régime que tout le monde a, presque, de sel, de sucre, de cholestérol et autres, je crois qu'il est préférable d'offrir des fruits, des légumes. C'est plus hygiénique et c'est plus rassurant surtout. Je crois que c'est surtout le côté rassurant. Ces kits alimentaires et ces paniers de fruits gagnent du terrain. En cette période de jeûne, la consommation des fruits est conseillée par les diététiciens. La nouvelle mosquée Adjana Bintou Cissé a été inaugurée ce samedi dans la commune d'Abobo. Les familles Ouattara et Cissé à la base de la construction de l'édifice religieux. Les imams et les chefs traditionnels étaient tous présents à la cérémonie. Paresse recodé. Tapis et ventilateurs nouvellement installés, fenêtres et portes neuves, murs peints et carrelés. Dans cette nouvelle mosquée située au quartier Kennedy Kloutia, dans la commune d'Abobo, imams et guides religieux lisent le Coran. Une lecture intégrale du Coran qui s'inscrit dans le cadre de l'inauguration et de l'intronisation de l'imam de la nouvelle mosquée Adjana Bintou Cissé, génitrice du président de la République Alassane Ouattara. Pour Ibrahim Téné Ouattara, ministre chargé des affaires présidentielles représentant le président de la République Alassane Ouattara, parrain de la cérémonie, il s'agit de réaliser le vœu de leur défunte mère Adjana Bintou Cissé. Notre mère, paix à son âme, a souhaité que ce petit terrain dont elle en avait la propriété puisse devenir un lieu de recueillement. Aussi, ses frères et sœurs, ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants souhaitent que cette mosquée permette aux musulmans de se rassembler pour mieux vivre leur spiritualité. Heureux, bénéficiaires et fidèles musulmans ont tenu à témoigner leur reconnaissance au chef de l'État et à sa famille. Tout ce que vraiment Alassane fait, est fait pour la Côte d'Ivoire. Mais le quartier, tous les vieux des quartiers de Kouloutia, vraiment nous on est très contents. Cette mosquée c'est pour les musulmans, c'est des lieux de prière, des lieux de recueillement. Les donateurs leur disent merci. Docteur Doumbia Bangali, imam de la nouvelle mosquée Adjana Bintou Cissé, après son intronisation par le Conseil supérieur des imams COSIM, a reçu ses attributs d'imam et les clés de la nouvelle mosquée. Cette cérémonie a vu la participation de quelques membres du gouvernement, des autorités et élus de la commune d'Abobo, des chefs traditionnels. Prestation des serments, conseil d'usage au nouvel imam, bénédiction, coupure symbolique du ruban, visite guidée de l'édifice ont meublé cette cérémonie d'inauguration et d'intronisation de l'imam de la nouvelle mosquée Adjana Bintou Cissé. Incendie d'un bâtiment contenant du matériel électoral au Burundi. Des inconnus auraient incendié ce bâtiment abritant des urnes et des isoloirs dans le nord-est du pays. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Cet acte intervient 3 jours seulement avant le double scrutin législatif et communal de lundi.
Mardi 30 juin, date butoir de la Grèce, la zone euro a refusé de prolonger le plan d'aide grec au-delà de cette date. Ce refus s'explique en partie par l'annonce de la tenue d'un référendum le 5 juillet pour valider les conditions des créanciers de la Grèce, que sont la zone euro, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Il est 20h et bientôt 30 minutes, c'est l'heure de la page culture de ce samedi. Et nous recevons pour la page culture de ce samedi Moussa Sanogo, auteur de l'œuvre Terre brûlée, une œuvre théâtrale sur fond de poésie. L'auteur met en scène un dialogue contradictoire, un président déchu et son successeur dans un pays imaginaire appelé Eburnie. Sita Soro nous en parle et on se retrouve juste après. Un conflit électoral, un président déchu et son successeur dans un dialogue mettant à nu l'antagonisme de deux compatriotes atypiques, c'est ce qui filtre de Terre brûlée, ouvrage écrit par Moussa Sanogo. Cette œuvre théâtrale sur fond de poésie dramatique met en scène deux protagonistes de la sphère politique, symbole de deux factions, deux composantes du peuple de Burundi, un pays imaginaire quelque part en Afrique. Tout part d'un changement de pouvoir en Burundi. Le président déchu, le général Dodogbo Zogobadi, est remplacé par Fondamari Jari, le nouvel homme fort. La pièce nous plonge dans une confrontation verbale qui viendra mettre à nu les contradictions qui menacent l'unité nationale. Terre brûlée est constituée de 3 actes, avec chacun une thématique pour dépeindre le chaos politique qui prévaut dans la République imaginaire de Burundi. Selon Moussa Sanogo, journaliste et homme de lettres, l'œuvre vient aider tous les pays africains et en particulier la Côte d'Ivoire à affronter courageusement les questions d'identité, de patriotisme qui sont souvent à la base de conflits. De ce point de vue, Terre brûlée se propose comme une contribution pour la paix durable et définitive dans ces pays marqués par des conflits. Voilà, Terre brûlée est parue en 2013 et vous retracez là une histoire commune à bien de pays africains, notamment avec des problèmes d'identité, des conflits électoraux, des litiges fonciers. Et le pays se nomme ici Burundi. N'est-ce pas une anagramme de Eburnie qui désigne la Côte d'Ivoire? Oui, peut-être on peut y voir un anagramme de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et il est possible qu'en tant qu'Ivoirien, on ait pu être influencé par la situation vécue ici sur place. Mais toujours est-il que nous avons voulu retracer dans cette œuvre-là la situation vécue dans plusieurs pays africains. Donc ce n'est pas une œuvre foncièrement ivoiro-centrée. C'est une œuvre qui s'inspire quand même de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Étant ivoirien, il est sûr que nous avons pu nous inspirer de ce que notre pays a pu vivre comme événement sociopolitique. Et pourquoi avoir choisi le genre théâtral pour aborder un tel sujet, un sujet qu'on sait, on va dire, assez sensible? Effectivement, le genre théâtral a l'avantage d'être d'une part un genre de l'écrit et puis d'autre part un genre de la scène. Donc après avoir été couché sur papier, voilà, le théâtre a la possibilité d'être joué sur scène. Voilà. Comme nous avons voulu dans cette œuvre-là faire ressortir les contradictions qui minent l'unité nationale, il nous a paru opportun de représenter dans une pièce théâtrale comme ça. Et la population a la latitude de voir sur scène des acteurs jouant et prononçant les paroles nécessaires à comprendre les antagonismes qui minent l'unité nationale. Est-ce que vous pensez justement à une adaptation sur les planches? Est-ce que les choses vont dans ce sens? Effectivement, c'est notre objectif. Nous avons essayé ça et là avec nos élèves, nos étudiants, mais nous n'avons pas encore eu de propositions concrètes de metteurs en scène professionnels. Alors la poésie occupe aussi une place centrale dans cette œuvre qui est une pièce de théâtre. Pourquoi avoir combiné ces deux choix? Effectivement, aujourd'hui, il faut dire que la tendance est qu'il n'y a plus trop de frontières entre les genres littéraires. Les frontières ne sont plus étanches entre les genres littéraires. De façon imagée, on dit comme ça qu'il n'y a plus de douaniers aux frontières des genres littéraires. Donc ça veut dire que les gens s'entremêlent, les gens s'entrepénètrent. Donc ça fait qu'aujourd'hui, dans toute œuvre, il est possible d'avoir de la poésie. Dans une œuvre romanesque, on peut avoir un peu de poésie aussi. Dans une œuvre poétique, on peut avoir un peu de théâtre. Donc les gens s'entremêlent. Voilà, c'est dire qu'il y a cette tendance-là à rendre plus réelle la littérature.
Vous êtes professeur, vous savez donc de quoi vous parlez, on va dire, de la poésie dans le théâtre, une œuvre que vous pensez adapter aux planches. Qu'est-ce que vous pensez en général du théâtre ivoirien? Le théâtre ivoirien, il y a deux niveaux à considérer lorsqu'on parle du théâtre ivoirien. Le premier niveau est le niveau de la création livresque. À ce niveau-là, il faut dire que les choses vont bien. Chaque année, nos maisons d'édition font paraître plusieurs œuvres théâtrales. Comme la vôtre? Comme la nôtre, oui. Heureusement. Le deuxième niveau est le niveau de la scène. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. On constate que le théâtre ivoirien se meurt, comme on le dit toujours. Mais le problème se situe au niveau institutionnel, au niveau de la volonté politique. Voilà. Parce qu'il y a un débauchage systématique des acteurs théâtraux. Aujourd'hui, toutes les séries télévisées qu'on regarde en Côte d'Ivoire, ce sont des grands acteurs théâtraux ivoiriens qui ont viré au cinéma. Donc il y a un débauchage des acteurs théâtraux qui ont tendance à devenir des acteurs de cinéma parce que il faut joindre les deux bouts, c'est le domaine qui fait vivre. D'accord, M. Sanogo, on ne va pas aller à cette polémique, mais on va plutôt revenir à l'œuvre. Les deux principaux protagonistes dans Terre brûlée sont le président et son général. Qu'est-ce qui les oppose fondamentalement? Fondamentalement, c'est ces deux compatriotes qui ont une vision tout à fait diamétralement opposée de la chose nationale. Voilà, le général Dodogbo Zorobadi, qui est le président sortant, il a une vision tribaliste du pouvoir, tandis que le général, le président Fana-Marie Diarry qui vient au pouvoir, il est plus panafricaniste. Voilà, donc ça fait que il y a cette antinomie-là qui les oppose et qui fait que tout le long de l'œuvre, ils ne vont pas parvenir à s'entendre. Jusqu'à la fin de l'œuvre. Ils ne vont pas parvenir à s'entendre. Il y a une troisième figure qui est l'ambassadeur. Quelle symbolique est-ce que l'ambassadeur il incarne ici? L'ambassadeur symbolise ici la communauté internationale. Le jeu des bons offices que la communauté internationale a coutume de faire lorsque les compatriotes s'entre-déchirent. Voilà, donc c'est un peu cette figure-là que nous avons voulu représenter. En réalité, personne n'est dupe. Chaque pays qui joue à ce jeu-là défend un peu ses propres intérêts. Et c'est de bonne guerre d'ailleurs. Donc c'est ce que nous avons voulu montrer. Il est de l'intérêt des nationaux d'un pays de s'entendre pour ne pas que les forces étrangères puissent tirer profit de nos antagonismes. Vous évoquez à la page 94 dans une tirade une suite de théories qui sont assez contradictoires, imputées à la classe politique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce que vous dénoncez ici concrètement? Et c'est le paradoxe. Nous dénonçons le paradoxe. Il y a une certaine opinion politique qui appelle au panafricanisme. Et paradoxalement, cette même opinion a tendance à être plus xénophobe sur les bords. Donc nous constatons qu'il y a contradiction. On appelle au panafricanisme, pourtant nous nous érigeons en détectives d'identité sur l'identité de l'un de l'autre de l'adversaire politique. Nous voulons hégémonie tout ce qui vient de l'étranger. Pourtant, nous appelons panafricanisme. On devrait être en train d'appeler tout le monde à être unis pour une Afrique unie. Panafricanisme, union, communauté internationale, conflit dans le pays. Il y a beaucoup de thèmes qui sont évoqués. Qu'est-ce qu'on doit retenir concrètement après la lecture de l'œuvre, selon vous? La thématique principale, c'est l'unité nationale. Donc, ce que nous voulons, nous ne voulons pas nous ériger en donneurs de leçons. Mais nous voulons quand même que le lecteur, au terme de la lecture, puisse parvenir à faire son autocritique, à faire une introspection, à se demander est-ce que dans les litiges qu'on voit dans les pays politiques, ça et là, est-ce que nous sommes vraiment exempts de tout reproche? Est-ce que le mal n'est pas venu de nous quelque part? Est-ce que nos pensées, nos considérations, les sobriquets dont nous affublons nos compatriotes souvent parce que nous ne sommes pas de la même région, parce que nous ne sommes pas de la même religion, est-ce que de là n'est pas la graine dont a germé la gangrène? Donc voilà un peu ce que nous voulons que nos compatriotes retiennent de cette œuvre. Moussa Sanogo, professeur de lettres modernes, c'est votre première œuvre, c'est quand même une aventure. Alors quel est le bilan que vous dressez de cette aventure depuis l'écriture de l'œuvre jusqu'à sa publication? C'est une belle aventure, c'est un honneur de pouvoir, c'est un privilège de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager ses points de vue, ses modestes points de vue avec ses compatriotes et même au-delà de son pays. Donc c'est un honneur d'une part, mais il y a le revers de la médaille qui est du point de vue marketing, du point de vue commercial. Voilà, l'Ivoirien n'est pas très lecteur, donc ça fait que les écrivains ne vivent pas forcément de leurs plumes.
Mais nous pensons qu'on va parvenir à changer les choses. Au fur et à mesure. Hein. Et vous avez une nouvelle œuvre qui est parue en 2014. Oui. Elle s'intitule Le mariage de Lagaré. Oui. C'est aussi un théâtre, c'est ça? Une pièce de théâtre. Oui. Voilà, ce sont des œuvres, on va dire, qui ne vont pas du tout dans le même sens. Celle-là, elle est inspirée de quoi? La deuxième. Une comédie, c'est carrément une comédie qui traite de nos tas sociaux. Voilà, donc c'est un peu la dénonciation de la non-scolarisation de la jeune fille et du mariage forcé. C'est plutôt une comédie, donc on a un peu un ton plus trivial que dans Terre brûlée. Vous vous érigez donc en donneur de leçons, on peut dire? Non, pas vraiment. Nous appelons nos compatriotes à une réflexion. Vous verrez que dans ces œuvres-là, il y a plus de questions que de réponses. Donc nous instigons à la réflexion plutôt qu'à donner des leçons. Professeur de lettres modernes, je disais tantôt, est-ce que vous direz que l'écriture est la continuité de cette profession? Est-ce que vous étiez prédestiné? Oui, bien entendu. Lorsqu'on est professeur, on partage, on donne, on enseigne. Donc, on a cette tendance-là à écrire, à communiquer. Donc, je pense que ça va de pair avec notre profession. Voilà. Je ne pense pas avoir été prédestiné parce que c'est un apprentissage continuel. Nous continuons d'apprendre auprès de nos dévanciers. Merci Moussa Sanogo, auteur de l'œuvre Terre brûlée, publiée en 2013, et Le mariage de Lagaré en 2014. Merci à vous d'être restés en notre compagnie. Très bon week-end sur RTI 1.